Bienvenue. Bonjour. Salut Fabien. Merci. Donc, je te laisse te présenter Fabien. Je parle beaucoup de toi dans mes vidéos et dans mes articles. Vas-y. Fabien Moine, naturopathe depuis une dizaine d'années, accompagnateur de jeûne, éditeur aussi, réalisateur d'un film sur le jeûne qui a été actuellement au cinéma. Donc on va dire passionné de santé au sens large, plus sur la santé naturelle et puis la nutrition, le jeûne, puis la gestion de l'hygiène de vie au quotidien. Ouais. Merci d'être venu me voir ici, à Oreille, au niveau des Alpilles et de la Provence. Alors moi, vous me connaissez tous, mais à l'heure actuelle, je suis en 3e jour de jeûne comme par hasard. Et je n'ai pas failli à ma tâche, parce qu'il y avait des invités, mais je n'ai pas mangé. Et ça se passe d'ailleurs très bien. Je suis pas fatigué, non? Non, ça va bien. Ouais, je réagis bien au jeûne. Tu as supporté au fait que je mange devant toi des bons petits plats, donc... Après, c'est l'aspect psychologique aussi qu'on a travaillé. Et je voulais, en fait, juste avec ces 5 à 10 minutes, parler de la fatigue chronique, parce que je sais que tu parles énormément de cette fatigue chronique. Pour toi, c'est quoi la fatigue chronique, ce que tu as vécu en partie pratique, et la partie aussi théorie dont tu travailles? Voilà, alors la partie pratique, moi je l'ai expérimenté 2 fois, ce qu'on appelle burn-out ou fatigue chronique. Et puis, c'est-à-dire le manque littéralement d'énergie, le fait de ne pas avoir de répondant pour agir dans son quotidien, le fait de dormir 10-12 heures et de ne pas sentir l'impulsion de se lever. Et pour autant, la plupart des analyses basiques montrent que tout est OK, que ce sera un état de déprime, que ce sera entre guillemets dans la tête, que ce serait psychologique. Et puis en fouillant notamment du côté de la littérature américaine, j'ai vu qu'on appelait ça adrenal syndrome ou adrenal fatigue, donc en français fatigue liée à l'adrénaline. Donc on se rend compte que l'adrénaline c'est produit par les glandes surrénales qui produisent aussi du cortisol, et puis que ce serait peut-être plus une fatigue surrénalienne qu'une déprime ou quelque chose de psychologique. Et ça, j'ai découvert ça il y a 6-7 ans, et je trouvais ça fascinant. Puis dans ces livres-là, il y avait toute une palanquée d'analyse sanguine, d'analyse urinaire, et là on parlait de la DHEA, enfin de tout le circuit des glandes surrénales. Et donc ça m'a donné un éclairage personnel, parce que je me suis dit, je suis pas fou. Donc elle existe. Elle existe physiologiquement. Et pourquoi en France, comme tu l'as dit, parce que je me rappelle dans une de tes vidéos, tu avais dit que tu avais tapé sur Google fatigue chronique, tu n'avais rien trouvé. Non. Et quand tu avais tapé adrenal fatigue sur Google, là ça a été... des milliers d'occurrences. Ouais. Alors pourquoi en France, pourquoi dans cette culture, dans notre culture, la fatigue chronique, qui n'est pas quantifiable en fait, comme le professeur me le disait, qui n'est pas quantifiable, elle est difficile à cerner, à appliquer et à corriger? Je pense qu'en fait déjà il y a un déficit de formation, très clair. Et puis il y a aussi un positionnement sur un paradigme qui fait que tout ce qui n'est pas compréhensible immédiatement, on le classe du domaine de l'abstrait, donc du domaine de la psyché. Et puis on va être dans le point. Je pense que vous êtes déprimé. Alors c'est sûr que si on gratte sur la vie de chacun, on a toutes les raisons d'être stressé, d'être épuisé. Mais on va dire par rapport au nombre de personnes que j'ai vues en consultation qui étaient épuisées chroniques, c'est sûr que si vous dites que vous avez des problèmes avec votre conjoint, oui, vous avez des problèmes de travail, oui, tout le monde a ça. Oui. Mais tout le monde n'est pas fatigué chronique. Alors je pense qu'il y a déjà une lacune au niveau de la formation de la médecine classique. Il y a un déficit aussi de traduction des études américaines, parce que là, ce qu'on dit, c'est pas des élucubrations, mais ça repose sur des fondements physiologiques et biologiques. Et puis il y a aussi un domaine de l'esprit, on est plutôt latin dans le domaine de la pensée, dans le domaine du concept, et des fois pas dans le domaine du matérialisme et du pragmatisme. Donc je pense que c'est tout ça un petit peu qui est mêlé. Et est-ce que ça part en rencontre du coup de la médecine à l'heure actuelle moderne? Normalement, le vrai scientifique, il est censé être sceptique. Il est censé remettre en question. Et là, quand on voit qu'il y a des batteries d'études depuis 15, 20, 25 ans aux États-Unis qui aboutissent sur cette piste de fatigue chronique sur la direction surrénalienne, on se dit que le scepticisme et puis la remise en question n'est pas tout le temps faite. Alors, ça peut être aussi, c'est pas dans le cursus de formation, le fait que les médecins n'aient pas trop le temps, puis il y a aussi sans doute un déficit, on n'est pas très bon en langue en France, et puis aussi peut-être on est trop autocentré. Aussi ethnocentré, donc il faut faire gaffe à ça, et je pense que la seule solution viendra du fait que les patients viendront vers les médecins en disant finalement j'ai pris sur moi de faire des analyses en labo et c'est ça, ou alors que les médecins eux-mêmes soient sujets à des fatigues chroniques et doivent
de manière opportuniste. De par leur cas pratique. Voilà, faire le chemin. Alors, ce que tu dis, c'est vachement étonnant parce que je travaille avec des médecins, et ces médecins qui sont ouverts à cette fatigue chronique l'ont vécu. En fait. Et l'ont vécu sur des patients qui sont, par exemple, on a un médecin avec sa cousine qui est patiente, qu'on n'arrive pas à stabiliser au niveau, par exemple, de thyroïde ou surrénal. Et dès qu'ils l'ont vécu, eux-mêmes ils appliquent, ils comprennent mieux en fait. Alors parfois je dis aux professionnels, il faut se mettre à la place du patient, des choses qu'ils ne font plus à l'heure actuelle. Ce déficit d'empathie, on le voit aussi avec l'électrosensibilité. Moi j'ai parlé avec des médecins qui me disaient, moi je trouvais que c'était des élucubrations, c'était des rumeurs, j'en rigolais. Et puis j'ai rencontré des médecins qui étaient électrosensibles, ils ont changé leur fusil d'épaule pour sauver leur peau à eux. Et du coup, ils se retrouvent aujourd'hui confrontés à leurs confrères au même jugement qu'eux-mêmes avaient. Ils disent, en fait, pauvre patient, entre guillemets. Pauvre patient. Parce que là, on a échangé les places pendant un temps. Et je pense que pour la fatigue chronique, c'est ça, c'est uniquement ceux qui l'ont expérimenté dans leur entourage très proche. Là, j'avais la femme de médecin en consultation. Au début, je ne croyais pas sur Dijon. Elle ne peut même plus sortir de chez elle. C'est-à-dire, elle a creusé avec les vidéos que j'avais données de la France sur le cortisol. Et vu que là on était dans la biologie, son mari médecin il dit on va payer les analyses, et là il a vu qu'il y avait un déficit. Et là il se retrouve parce que les analyses ne sont pas remboursées aussi. Ouais, c'est parti. Une partie des analyses, même sous prescription, c'est pas remboursé. Alors pourquoi l'HAS ne veut pas rembourser certaines prescriptions? Parce que je pense que tester par exemple le cortisol au niveau urinaire, c'est pas remboursé. On paye juste l'analyse entre 30 et 40 euros, ce qui est énorme pour une seule constante biologique. Ouais, et donc quand on les multiplie par 4 ou 5, on arrive vite à 200 euros quoi. Ah oui, ça va très très vite. Et en plus, il faut être capable de l'interpréter. Et puis surtout, comme tu disais, tu as une constante, il faut être capable de les mettre en corrélation. Donc ça c'est une information spécifique. C'est pas au public d'analyser une pression, mais même de comprendre d'ailleurs les signes cliniques, c'est très difficile. Et après, c'est vrai qu'on est dans le domaine de l'endocrinologie, donc quand on regarde les glandes surrénales travaillent forcément avec la thyroïde. C'est souvent des patients qui ont déjà des faiblesses thyroïdiennes, qui sont en hypothyroïdie, ou qui vont déclencher des hypothyroïdies. Par rapport à un problème surrénal. C'est ça. Plus on est fatigué, plus on vieillit en fait. C'est ça. Et je parlais de mon ethnie, de mon phénotype à moi, qui est l'expression du homme, je disais que j'arrive dans la vie avec un pied en moins. Et donc, je disais que tu faisais pas ton âge, mais moi j'en suis à ton âge, je serai beaucoup plus vieux, physiologiquement et psychologiquement. Est-ce que tu penses que le fait, par exemple, de se concentrer que sur la thyroïde, on a mal compris cette glande et que les traitements à l'heure actuelle, parce qu'on donne des traitements, mais ça ne marche pas? Non. Est-ce que l'approche, en fait, on doit élargir notre approche pour essayer d'arriver à une meilleure santé du patient? Là, de toute façon, on se rend compte qu'en étant dans la spécialité, ça ne fonctionne pas. Ou ça fonctionne pour un nombre extrêmement réduit de personnes et souvent en début de symptômes. Donc, on va dire il y a 4 glandes majeures. Après, il y en a beaucoup plus. Elles sont toutes en interaction les unes avec les autres. Donc, se polariser uniquement sur la thyroïde, c'est jeter une pièce en l'air en se disant avec un peu de chance ça ira. Ça ne peut pas marcher comme ça. Donc, il y a forcément une interaction glandulaire, hypophyse, glande surrénale, les gonades sexuelles, et puis les surrénales. Et puis après, il va y en avoir d'autres aussi complémentaires. Il peut y avoir le pancréas aussi qui peut jouer un rôle endocrine et exocrine qui peut rentrer en compte avec le cortisol et puis l'insuline aussi. Enfin, il y a plusieurs choses. Évidemment, ça semble être une erreur, mais je dirais que là, on arrive à l'extension des spécialités médicales qui ne communiquent pas entre elles. C'est-à-dire qu'on a un spécialiste, on a un néphrologue, on a quelqu'un qui travaille sur les reins, on a quelqu'un qui va travailler dans l'endocrinologie, mais plus sur la thyroïde ou autre. On a segmenté, sauf qu'un être humain, son sens collabore pas ensemble en fait. Non, il n'y a pas de collaboration, ou alors il n'y a pas de temps de collaborer. C'est-à-dire qu'on est dans gérer l'urgence, et puis finalement, vous allez voir tel spécialiste, ça ne répond pas à son spécialiste. Dans 3 mois, vous prenez rendez-vous avec un spécialiste, puis en fait, on a des malades ambulants qui traînent pendant des mois et des mois, et sur 2 années, on a peut-être vu 4 spécialistes, mais vu que l'état de santé aura changé, entre le premier spécialiste vu et le dernier, on n'a pas le même diagnostic et le même effet sur le patient. Alors que s'ils avaient le temps de se réunir en collège ou alors ça se fait des fois, mais sur les cas très graves, plutôt en oncologie, on aurait des réponses. Je pense qu'il y a des très bons spécialistes, mais disons, moi j'appelle ça le syndrome du microscope. C'est-à-dire qu'on est très bon dans la cellule, mais dès qu'il s'agit de prendre du recul, on va avoir un assemblage plus global. Ouais. Et sur la fatigue chronique, on botte un peu en touche en disant là on comprend pas trop, donc c'est dans votre tête. Donc antidépresseurs. Alors moi je trouve,
finira par ça et on conclura peut-être par sur le jeûne, mais on prescrit des antidépresseurs comme si c'était des bonbons. Ouais. Je travaille avec énormément de médecins, je travaille avec un médecin psy, je connais des pédopsychiatres, etc. Et on nous donne des antidépresseurs et des anxiolytiques comme si c'était vraiment des bonbons. Quelle est ta réaction face à ça? Parce que c'est dès le plus jeune âge, même ça. Juste pour une fatigue. C'est simple, c'est-à-dire que, en fait, c'est dès qu'on parle du psychologique, la plupart des médecins ils vont dire non, ça marche pas. Par contre, dès qu'il n'y a pas de réponse au niveau physiologique de leur point de vue, ben, c'est dans votre tête. Donc je pense qu'une solution de facilité, c'est un recours à un itinéraire bis. Et puis en France, on est le premier consommateur d'antidépresseurs au monde. Donc ça, je ne sais plus combien c'est de boîtes par an par habitant, je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est le premier consommateur au monde. Et aujourd'hui, on voit avec les enfants dits hyperactifs, eh bien, on va mettre sur Ritaline, il y a beaucoup d'enfants qui sont... Alors là, on ne va pas débattre là, sur les causes de l'hyperactivité symptomatique, mais en tout cas, c'est une réponse facile, évidente, c'est comme on fuyait le problème, ça demande un temps d'investigation, puis quelque part, on met l'individu, qu'il soit adulte ou enfant, en état léthargique, puis ben, c'est sûr qu'il ne va pas exprimer ce symptôme, il ne va pas exprimer grand-chose. Par contre, on va creuser le lit de déséquilibre beaucoup plus profond au niveau hépatique, et puis au niveau glandulaire, ça va être catastrophique, parce qu'au niveau hormonal, il va y avoir des réponses. Donc forcément, la psychiatrie médicamenteuse sur les antidépresseurs, ça devrait être réservé aux patients aigus, c'est-à-dire à ceux qui sont sur les syndromes suicidaires. Et on prescrit. Là, mais c'est même plus rapide que de la vitamine C en fait. Oui, puis on est quasiment même sur l'automédication maintenant. C'est-à-dire une boîte, l'antidépresseur a tellement été banalisé, il reste des fonds de boîte, bon ben je vais pas trop bien, hop, je prends un antidépresseur. On voit beaucoup ce réflexe-là. Et généralement, les médecins vont dire allez-y mollo, mais ça devrait être stop, là vous êtes en train de jouer, parce que derrière, il y a un problème de dérégulation du sommeil, du ressenti, du système digestif, tout est déséquilibré, donc on ne peut pas être de manière aussi simpliste. Forcément que c'est une interaction violente sur toute la physiologie, même la psyché de l'individu. Je conclurai peut-être sur tes travaux sur le jeûne, parce qu'on parle beaucoup de jeûne, et puis moi j'ai entamé le jeûne parce que mon corps me poussait à jeûner. Tu as fait un film qui est formidable sur le jeûne, un grand travail avec de grands spécialistes, et tu fais beaucoup de causeries, je le répète, sur ça. Tu expliques au niveau physiologique, même psychologique, etc. Quel est ton avis sur le jeûne à l'heure actuelle en France? On diabolise le jeûne comme si c'était une chose mortelle en fait. Je pense que c'est la méconnaissance, et puis surtout c'est de se dire, vu qu'on est dans l'hyper-interventionnisme, ce qu'on disait avec les médicaments ou le symptôme, de dire qu'en fait il y a des processus autorégulateurs dans le corps, c'est extrêmement violent à entendre. Et ça va l'opposer, sauf que le corps c'est un outil merveilleux qu'on n'a toujours pas fini de connaître. Il reste beaucoup à investiguer, donc on est en développement, les travaux que tu fais, les gens avec qui tu collabores le montrent tous les jours qu'on avance. Et qu'en fait le jeûne c'est simplement de dire le corps est en hyperactivité et souvent sursollicité de manière extérieure, là on revient vers quelque chose où les hormones, les fluides, que ce soit le sang et la lymphe, s'épurent, circulent mieux, transportent mieux, et puis amènent des choses surprenantes. Et là on le voit avec les travaux, on parlait de Jason Fong, on parle de Walter Longo. Voilà, là aujourd'hui on sait physiologiquement. Après on retourne comme pour donc là je cite des personnes qui sont aux États-Unis, on retrouve vers le même paradigme où en France on est je n'y crois pas ou je ne pense pas, sauf qu'on n'est pas dans la croyance ou dans la pensée au niveau scientifique, on doit être dans le savoir. Et là, avec toutes les études qui sortent en Allemagne, aux États-Unis et en Russie, on devrait se mettre un peu plus au diapason plutôt que de fustiger une pratique qui est millénaire, qui est spontanée chez beaucoup d'individus et sur laquelle on commence à avoir beaucoup d'études. Et donc le but du film, c'était justement de séparer le grain de l'ivraie et puis de dire qu'il y a énormément de personnes qui cherchent, des biologistes, des médecins, des chirurgiens, et puis c'était de faire un peu un état de l'art de ce qui se passe en France et puis de se dire qu'il y a une porte de compréhension vers le vivant à ouvrir avec le jeûne qui est phénoménal. Et à Nice, il y a une étude qui a... Oui, il y a un médecin, donc le doyen de la faculté de médecine de Nice, Patrick Baquet, professeur Patrick Baquet, qui est professeur d'anatomie générale et chirurgien viscéral, est en train de diligenter une étude, la plus grande étude qui ait jamais été faite sur le jeûne en France, faite sur des étudiants en médecine de 6e année. Donc là, le but, ce sera avec un protocole sur lequel il pose 2 ans, et il persévère. Là, justement, pour dire, sortons du domaine de la croyance
de l'intellect, allons vraiment dans la physiologie, dans l'empirisme et dans le vrai Ça scientifique. sera un fait marquant en France. Et Ah bah là, c'est... on n'a jamais, parce que même quand on voit les livres, on voit écrit The Fasting, Ouais, le guide Conclusion qui est une traduction du vrai livre Ça. de Fung, néphrologue aux États-Unis. C'est vrai que ça va être une. ah bah c'est normalement, ça majeure. devrait être bouleversant. Puis là, du coup, c'est quelque chose qui va se passer chez nous. Donc on va pas dire, ah, mais les Américains, ils sont comme ci, ou les Allemands, ils sont comme ça, ou les Russes sont comme ça. Là, ça sera en France, fait par des Français, des étudiants en médecine français qui vont jeûner. Donc là, normalement, on devra avoir des résultats probants. Et ça sera sur des jeûnes de 10 jours uniquement à l'eau, et en faisant en sorte qu'on prenne un éventail de personnes au niveau physiologique très varié pour voir la gestion de la glycémie, la modification des hormones, la gestion des sels minéraux, des électrolytes, etc. Donc là, moi, il me tenait à cœur de mettre cette personne en avant pour que cette étude soit connue, et puis lui demande aussi, d'ailleurs, c'était aussi la validation de ce qu'on disait, c'est que le plus dur pour lui, c'est de trouver des financeurs, parce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, ça veut dire ce que ça veut dire, et donc il cherche avant tout du mécénat, plutôt que de la subvention qui viendrait du privé, où on sait derrière qu'il y a toute une influence possible des laboratoires, parce qu'évidemment, on ne peut pas éluder ce problème-là aussi. Donc le jeûne vient mettre à mal la pensée de beaucoup d'individus, mais Ça rapporte pas d'argent. c'est gratuit, un verre d'eau c'est gratuit, on ne peut pas breveter. Par contre, moi je rencontre de plus en plus avec le film, des médecins partout en France, souvent âgés, qui ont déjà eu un historique, et qui s'intéressent de plus en plus aux jeunes, et qui ont envie de mettre leur énergie, et on va dire leur réseau en place pour faire avancer vers la connaissance, pas vers le dogmatisme en disant le jeûne ça soigne tout, mais dire là, il y a une incompréhension totale, il y a une méconnaissance, il faut vraiment investiguer. Ouais. Merci pour cette interview, cette causerie involontaire qu'on va faire. Mais je pense qu'on est dans la même longueur d'onde et Fabien Monde est une personne que je respecte. En fait, je regarde ses vidéos et donc on se retrouve d'ailleurs. Il a pu voir comment je vis en fait. J'applique mes règles et c'est vrai. Et ce que tu fais aussi, j'espère que ça évoluera, j'en suis sûr. Et ça veut dire aussi que la pensée évoluera s'ils acceptent le fait que le jeûne, que la fatigue chronique, que les problèmes de thyroïde, que les problèmes digestifs, que le système lymphatique que tu as largement précisé, si on arrive à admettre ça, on arrive alors à admettre que la pensée va évoluer. Et donc c'est une grande chose pour tous les autres domaines. Donc merci à toi, Fabien. Merci à toi pour l'accueil et à bientôt. À bientôt, bien sûr. Continuer. Merci.